il ne manque que W.C. Fields. L'horrible de W.C. Fields, qu'adorait De Funès. Qui lui a enseigné apparemment l'art d'être délicieusement détestable, c'est ça en tout cas, du point de vue du spectateur, je le crois. Et il y a le projecteur avec lequel il passait les films 8 mm qui montrait à ses enfants, dans lequel il y avait aussi Harold Lloyd, dans lequel il y avait tout ça, Charlot, enfin tout ça. Non, mais c'est vrai que c'était extraordinaire. Et on a retrouvé aussi, pardon, je vous coupe, mais on a retrouvé aussi des parallèles assez étonnants dans le film qu'il a co-signé, qui est l'Avare. Ah oui, l'Avare, oui. Il y a pour moi une parenté absolument évidente entre le Nosferatu de Murnau, qui transporte son cercueil, comme De Funès porte sa cassette. Extraordinaire. En revanche, il disait que son génie comique, il l'avait hérité en quelque sorte de sa mère. Apparemment, c'est ce qu'il disait. Ouais, j'ai pas connu sa mère, mais j'aurais bien aimé. Vous n'avez jamais rencontré sa mère? C'est vrai. Il paraît effectivement qu'il est issu d'une famille totalement romanesque, incroyable. Ouais, mais il paraît que sa maman était un personnage absolument incroyable qui en plus ressemble à la fin de sa vie un petit peu, je trouve, à Michel Galabru. Donc il a peut-être retrouvé quelque chose. Et son père avait un humour qui était, paraît-il, proche de son humour à lui, qui était très pinceaurie, très british. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous disiez, c'est-à-dire toutes ces inspirations avec en effet Harold Lloyd, bien sûr Chaplin et W.C. Fields, etc., et Laurel et Hardy, c'est que c'était la culture commune avec mon père. Ce sont des hommes, il était né en 14, mon père en 19, c'est la même génération, et ce sont des enfants donc des années 20 et 30 et 40, des jeunes qui sont passionnés par ce cinéma américain et cette liberté et en plus ce respect et cette folie pour le slapstick, qui est quelque chose qui a été justement assez méprisé plus tard. C'est vrai, et heureusement qu'on a eu en France des gens comme ça qui faisaient le slapstick. Juste un mot sur Bourvil, on va reparler bien sûr, dont on célèbre le 50e anniversaire de la mort. Comment s'est faite l'association, puisque vous l'avez dit vous-même, Bourvil était déjà une grande star, De Funès non. Ça s'est très bien passé d'emblée entre eux pour les films qu'ils ont tournés, Daniel. Il y avait déjà eu La Traversée de Paris, où justement, alors Bourvil avait un rôle à égalité avec Gabin, et c'était les deux stars du film. Et puis, où d'ailleurs, je crois que Gabin avait eu du mal à imposer Bourvil. Enfin, il y a toute une histoire parce que liée à ça. Autant Lara voulait Blier. Ah, d'accord. Voulait Blier. D'ailleurs, le personnage à l'origine de l'épicier s'appelle Jean Blier. Je ne sais pas s'il y a une coïncidence, mais Bourvil avait déjà tourné aussi avec De Funès dans Poisson d'avril. Et il y a une scène absolument inénarrable où De Funès est garde-pêche et il vient surveiller Bourvil, qui est un pêcheur amateur tout à fait nul. Et c'est assez drôle. Et donc ces gens-là, ils se connaissent depuis toujours. Et puis en plus, Bourvil est un personnage d'une grande générosité, d'une grande tendresse, aucune espèce de mesquinerie. Je veux dire, il a tout de suite accueilli De Funès. Il a tout de suite d'ailleurs suggéré que pour le Cornio, il soit à égalité sur l'affiche, qui n'était pas du tout évident au départ. Enfin, ça s'est très très bien passé. Oui, et votre père disait de lui, il est le seul qui réussissait à me mettre de bonne humeur le matin. Il est le meilleur homme que j'ai connu. Oui, mon père adorait Bourvil. C'est vrai que c'était quelqu'un m'a interviewé l'autre jour sur Bourvil, puisque c'est malheureusement l'anniversaire de sa disparition. Et on me demandait si j'étais impressionnée par lui. Et cette question m'a amusée parce que il n'était pas du tout impressionnant, justement. Il était tellement facile à fréquenter. Je veux dire, tout de suite, on se sentait bien avec cet homme. Il était vraiment merveilleux. Grand homme, absolument. Et Bigard, asseyez-vous. Daniel Thompson, Alain Krugère, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va continuer donc de célébrer le génie comique de Bourvil et de Funès, et on va recevoir un grand nom de l'humour et du stand-up français. Jean-Marie Bigard sera avec nous en direct sur Sud Radio. Alors à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Ce vendredi, méga jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Quel millionnaire serez-vous? FDJ. Montant à partage euro 1 et plafonné à 200 millions d'euros, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Moi, la laine devient moins chère. Ok, mais attention à la performance thermique. Du 16 septembre au 17 octobre, chez Tout Faire Matériaux, c'est l'opération spéciale anniversaire. Et la laine minérale à dérouler, épaisseur de 100 mm, est à seulement 3,90 € le mètre carré. 3,90 € avec un R de 5. C'est ça, les prix spécial anniversaire. Matériaux.
Gagnez en savoir-faire. Soit 21,06 € le rouleau. Train de la mine, manoir hanté, on a tout fait? Sauf passer en mode hyper espa. Réservez dès maintenant l'un de nos 10 000 séjours irrésistibles, une nuit un jour à partir de 246 € pour 2 personnes. Offre valable pour des arrivées jusqu'au 26 novembre. Également disponible en 2 nuits 2 jours. Détails et conditions sur disneylandparis.com. L'inconfort digestif. Je m'agace, me tracasse, je ressasse. Avec Phytospasmil, complément alimentaire à base de plantes, mon ventre est sans sas. En effet, le curcuma et le fenouil contribuent au confort digestif. Phytospasmil est dans votre ventre. Tout se passe naturellement pour le mieux. En pharmacie, plus d'informations sur phytospasmil.fr. Pour votre santé, bougez plus. Ticket restaurant, j'imagine? Ah bah oui, vous avez le droit des tickets restaurants. Ok, les RTT forcément. Oui. D'accord, oui. Et le CE? Il est bien le CE? Ah, il est très très bien. Juste une dernière question concernant ce poste à pourvoir. Vous faites bien la fête des entreprises au moins? Ah oui, tous les ans. Bon, je signe où? Et si vous organisiez une belle fête dans votre entreprise le 15 octobre? Plus d'infos sur j'aimemaboîte.com. Alors, c'est qui le chef maintenant? Chef Lunch, ce sont les enfants qui commandent. Avec le nouveau menu enfant à 4,45 €, ils font comme les grands. Ils se font plaisir, se régalent avec leurs plats préférés, les légumes à volonté. Et venez tenter votre chance. En ce moment, 500 additions sont à gagner chaque jour grâce au menu enfant. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Jusqu'au 4 octobre. Conditions sur flunch.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. André Berkoff dans tous ses états, de retour dans un instant sur Sud Radio. Chez Zalando, le style à la française, on adore. Un mix d'élégance, d'originalité et de raffinement. Jusqu'au 29 septembre, Zalando rend hommage au style à la française, avec des réductions jusqu'à moins 50% sur une sélection très tendance. Et avec le service Zalando, essayez d'abord, payer après. Commandez tous les articles que vous souhaitez et ne payez que ce que vous gardez. Détails de l'offre sur zalando.fr. Carrefour. Quand on aime faire des économies, on peut... En faisant ses courses, quand on sait qu'il y a un caddie à gagner par minute. Et oui, jusqu'au 11 octobre chez Carrefour et Carrefour Market, participez au grand jeu du mois 100% gagnant et tentez de gagner un caddie par minute ou l'un des millions de bons d'achat. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. Jeu avec obligation d'achat minimum de 5 € de produits partenaires. Règlement et magasins participants sur carrefour.fr. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Mais je suis peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Immortel, hein, culte. D'ailleurs, je rappelle que les dialogues ont été écrits par Daniel Thompson. Mais c'est vrai que c'est culte, ça. C'est-à-dire, on peut le voir aujourd'hui, demain, après-demain, hier. Enfin bon, ça n'a pas pris une ride. Les aventures de Jacques. Voilà, c'est le patrimoine. Hein. On n'est plus dans les journées de patrimoine, mais ça le reste. Et au fond, sauf que Daniel, elle irait en prison si elle écrivait à nouveau un dialogue comme ça aujourd'hui. Alors on parlait de ça, justement. On parlait de ça et on se dirait qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait encore le faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas tourner un film comme celui-ci, Daniel, aujourd'hui? Ce serait compliqué? On pourrait pas. Et puis ça ne touche pas que la communauté juive, ça touche aussi la communauté arabe. On faisait pas très attention à ça à l'époque. Non, c'est vrai. Pas du tout branché là-dessus. On avait surtout très très peur de faire un film qui aurait pu tout à coup paraître antisémite. Et c'est vrai qu'on était sur le fil du rasoir pendant toute l'écriture, chaque réplique, on se disait est-ce qu'on peut pas. Alors, c'était pas si simple non plus. Hein. On ne nageait pas dans le bonheur à l'époque. Hein. Et oui, le climat n'était pas facile. C'était pas si facile non plus. Et puis le Soliman, l'arabe qui danse dans la rue des Rosiers aussi, etc. Enfin, parce qu'il faut rappeler que le film est sorti, je crois, 12 jours avant la guerre de Kippour, c'est ça? Pendant. D'accord, ok. Oui. Ah oui. Ça, on pouvait pas prévoir, franchement. Avec des affiches qui sont venues accompagner la campagne. Hein. Oui, on est allé enlever les affiches. Il y en avait trop. On a eu peur que ça ait l'air d'une provocation, parce que les gens, finalement,
surtout à l'époque, était moins cultivé dans la manière dont les choses se passaient. Maintenant, c'est tout, tout le monde sait tout. Mais à l'époque, les gens devaient se dire qu'on avait probablement organisé la sortie du film juste pour que ce sorte pendant la guerre du Kippour. Et organisé même la guerre du Kippour, bien sûr, qu'on avait tout fait pour que... Le complot, exactement. Donc on est allé enlever les affiches parce qu'on se disait que c'était provocation. Alors Jean-Marie Bigard nous a rejoint sur Sud Radio. Donc bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes fan de Funès, de Bourvil? Bien sûr, bien sûr. Et le premier qualificatif que je donnerais à ces deux hommes-là, c'est que c'était d'immenses comédiens, quoi. C'est-à-dire que c'est plus difficile d'être un très bon comédien ou d'être considéré comme tel quand on est un peu grimaçant, quand on a tendance à faire rire. Donc le rire, c'est toujours un peu diabolique, hein, donc on n'en veut pas. On dit non, c'est pas possible. Comment ça, lui, rentrer dans notre sérail? Eh bien, si, ils l'ont fait tous les deux d'une manière extraordinaire. C'est vrai. Et donc, quelle jolie époque. Vous pouvez aller dans les deux... un peu dans les deux camps, quoi. Dans les deux camps. Je crois que c'est l'Avare en particulier qui vous a marqué. Oui, notamment. C'est incroyable de pouvoir s'approprier le texte à la virgule, comédie française, en mettant toute ta nature et tout ce que tu es, tout d'un coup, le personnage. D'ailleurs, les auteurs de l'époque, Jean-Baptiste Poquelin en premier, le disaient, prenez mon texte et puis allez-y, amusez-vous avec, quoi. Et je rappelle simplement juste que Jean-Marie Bigard a joué le bourgeois gentilhomme aussi. Ah oui, c'est très bien. 635 lignes de texte. et donc j'ai fait des cauchemars. J'ai fini au mois de mai. On a fait janvier à mai plein craqué au Théâtre de Paris. Au mois d'août, je me réveillais en sueur avec un trou de texte. Ah oui. Et j'étais obligé de me gifler, de me dire c'est fini. Je le jouerai plus, c'est fini, c'est fait. Repose-toi. Tous les jours, les comédiens avaient rendez-vous dans ma loge, s'ils le voulaient, pour répéter les scènes, puisque le bourgeois, il est là du début à la fin. Tout se le tape temps, tout le monde. Et tout d'un coup, il y avait un comédien à la 60e qui disait « Je voudrais refaire la scène avec toi en italienne très vite parce que tu vois, tout d'un coup, il y a un petit bout qui s'est barré, où il y a une musique, il y a une note qui est partie, quoi. C'est ça le métier d'acteur aussi. Alors théâtre, écoutons surtout. André tout de suite. Alain d'abord. Juste un mot pour dire que on a fait exactement les mêmes reproches à l'acteur Molière qu'à Louis de Funès. On disait il est grimaçant, il gesticule, et il se met devant les feux de la rampe. Enfin non, c'est vrai. Oui, exactement. Rigolo. C'était le café théâtre de l'époque. Et quel café et quel théâtre. Et on avait le droit, quoi. Oui. On avait le droit du bouffon du roi, quoi. Alors je vous propose tout de suite d'écouter justement un extrait de l'Avare. Voilà, au voleur, un assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? L'Avare de Funès. Donc c'est le seul film qu'il a co-signé en tant que réalisateur. C'était en 1980. Vous, Jean-Marie, vous auriez aimé jouer ce rôle d'Harpagon? Bien sûr, je me suis frotté au bourgeois gentilhomme, qui était une œuvre majeure de Molière, et donc c'est un tel outil pour travailler et pour montrer justement son talent. Le texte, c'est comme une espèce d'armure, tu sais, que tu mets, et plus tu le maîtrises, plus l'armure devient souple, et tout d'un coup, on peut bouger dedans. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une armure qui sert en même temps de structure et de lancement de cap. Alain, vous vouliez... Non, ce qui me frappe, c'est que De Funès était mal à l'aise avec le texte. Il disait même, il a même écrit à un moment donné à Mylène de Mongeau en lui disant qu'elle lui proposait de jouer dans Signé Furax. Et il disait, mais j'ai pris le texte en N. Et il écrit N avec un H. Et il va faire
ce film avec ce texte qui va respecter, mais à la virgule. Ouais. Il est d'une intégrité absolue. C'est quand même non, c'est étonnant que le seul film qu'il réalise soit l'avare. Non, ce qu'il rêvait de le faire depuis très longtemps. Très longtemps. Oui, il était vraiment fasciné Autant depuis Lara, toujours par Molière. Ils avaient même envisagé de le faire avec Autant Lara, ça s'est pas fait. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette relation au texte. Les réalisateurs disaient qu'ils coupaient des lignes de texte pour pouvoir les jouer. Ouais, c'est fou. Ah oui. Mais il y avait sûrement un immense respect pour Molière. Ah oui, il était fasciné depuis toujours par Molière de Funès. Il n'est pas le seul. D'où sa passion pour Galabru aussi, qui avait été au théâtre français, qui avait joué sur Gentilhomme. Enfin, tout ça, ça allait avec gendarme. Et il disait vraiment que c'était, en fait, il disait qu'Harpagon, ça a été vraiment le rôle de sa vie. Et ce qui est marrant, donc, c'est qu'un an après, il se lâche avec la soupe aux choux sur un autre thème. Et là, il interprète ce rôle un peu vulgaire, le fameux pétomane. Alors, basculement, alors. Est-ce que c'est vulgaire? Parce qu'il avait vachement de mal avec. Il a fait 13 films avec Audiard et plus jamais à partir du moment où il a eu du succès. Plus jamais après Le Cornio. Et c'est frappant parce que il n'était pas à l'aise avec les mots de tous les jours, enfin la grossièreté quotidienne, ça ne le mettait pas à l'aise. Et en même temps, il était quand même dans le débordement, dans l'explosion. Mais il n'y a pas une seule once de vulgarité dans son jeu. Jamais. En plus, c'est un homme très élégant. Clair. Oui. Il était élégant dans la vie. Vous voulez dire même dans son habillement, même dans sa façon de marcher. Oui. Mais Jean-Marie... Et puis sa façon d'être exaspéré, par exemple, 1000 fois plus que n'importe qui, couvrait de toute façon tout. On regardait un mec complètement hystérique s'énerver pour un truc, tu vois, qui était... Non, ce qui est extraordinaire, c'est vrai qu'il a réussi à faire de l'art, enfin, il a réussi de faire un art avec sa tension permanente. L'impression qu'il est au bord de l'explosion tout le temps. C'est une pile électrique de finesse. Il va exploser là. On sent qu'il va se. Pas du tout. C'est une hystérie maîtrisée à fond, à mort. Mais Jean-Marie, juste au début, vous disiez que le rire, c'était bien, c'est ce moment de rire. Vous avez l'impression que le rire n'est plus ce qu'il était? C'est-à-dire, le rire, c'est normalement la porte de sortie, c'est la fenêtre pour respirer. C'est ce qui nous libère normalement de tout, quoi. Le rire emporte tout sur son passage, logiquement. Et quand tout d'un coup, il faut faire ce truc très spontané, en une seconde, en disant oui, mais attention, là, pas là, là tu touches pas, et puis ici tu dois passer entre ça et ça. Évidemment, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est une période bénie, hein, celle de Daniel, en l'occurrence, enfin, et puis de ces magnifiques comédiens, c'est qu'on avait quand même le droit, quoi. Quand on parlait de Michel Audiard tout à l'heure, je connais tous les films par cœur les dialogues par cœur de Michel Audiard. Tu regardes 100 000 $ au soleil, c'est d'un racisme absolu, quoi. On traite les Arabes comme des chiens pendant tous les dialogues de ce film. Et personne n'y voyait ombrage. Non, il n'y a même pas eu de réaction. Non, parce que c'était admis que c'était la liberté d'expression. La vraie liberté d'expression. Et alors aujourd'hui, tel est raciste. Mais regardez, la cage aux folles, on va pas partir là-dessus. Qui ferait la cage aux folles aujourd'hui? Non, ça serait compliqué. Oui. Ce serait très compliqué, non? C'est ça. J'ai très envie de voir Rabbi Jacqueline, moi. Comment Daniel Thompson va. C'est pas encore demain. C'est vrai. Ah oui, c'est pas encore. Vous y avez? On a ce projet, oui, mais on a du mal. C'est très difficile, justement, d'imaginer quelque chose qui parle de la même chose, mais pas de la même manière. Ça, c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais c'est très compliqué parce que ce qui est l'idée de départ, qui est l'idée de Jules, le dessinateur, qui est de prendre les enfants et les petits-enfants de tous ces gens. Ils sont là aujourd'hui. Les plus verts, les enfants, les enfants, ils sont tous. Il y a des catholiques, des juifs, bien sûr, des musulmans. Et ces gens-là, ils vivent en ce moment notre époque. Et qu'est-ce qui peut se passer? Et faire une comédie avec ça. Et faire une comédie avec ça. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. On va avoir au début de l'année prochaine le film de Nicolas Bedos,
l'OSS 117 du Jardin en Afrique noire. Ouais. Moi, je suis très très curieux de voir ça parce que connaissant un petit peu Nicolas Bedos, on peut s'attendre à. Non mais on, oui, bien sûr. Ouais. Mais on revient à ça et on va en parler aussi avec Jean-Marie. Mais je crois que parlons un tout petit peu de cette liberté d'expression de ces avatars. Dans l'OSS 117, à un moment donné, il y avait une mosquée, le muezzin qui chantait et il dit mais tais-toi. Enfin, tais-toi. Je veux dire, bon, il n'y a pas eu de réaction, ils sont pas venus incendier le cinéma, etc. Encore une fois, la liberté. Et Jean-Marie Bigard est quand même un bon exemple. On l'aime ou on l'aime moins. Il passe à la télévision, il dit une blague à la Bigard, et alors, eh bien, on le censure. Non, plus, on me détruit, plus que ça. Une blague que je raconte depuis 30 ans. Et tout à coup, le ciel me tombe sur la tête. Je suis la preuve vivante que, si tu veux, tu peux pas reproduire quelque chose que tout le monde accepte volontiers pendant 30 ans, et tout d'un coup, tu te retrouves être le bourreau de quelqu'un, et tu reçois des coups sur la tête. Hein. Oui, il faut rappeler que l'été dernier, effectivement, une tournée d'été a été complètement annulée à cause d'un sketch qui a été censuré sur C8. Il y a un mec qui normalement m'emploie et me voit faire un sketch à la télévision, donc tu vois, c'est quand même quelque chose, et à cause de ça, il supprime 49 dates. Ouais, c'est incroyable. C'était quel sketch, Jean-Marie ? Pardon ? C'était quel sketch ? C'était pas un sketch, c'était une blague. C'était une blague, bon, tu vois, qui est, évidemment, l'humour est forcément violent, ce n'est pas possible autrement. L'humour peut pas être gentil, c'est pas deux bisounours qui disent « Oh, bonjour, je t'aime beaucoup, je t'embrasse et au revoir ». Parce que là, personne ne rigole. Non, bien sûr. Là, c'était, tu vois, une blague d'une femme qui harcèle son médecin parce qu'elle vient 50 fois par jour le voir, et puis elle vient lui montrer son coude en disant... je viens vous voir parce que j'ai une déchirure, tu vois, et le médecin lui dit déshabillez-vous, il la prend violemment et lui dit voilà, ça c'est une déchirure, ça c'est une tendinite, tu vois, et je me fais tuer pour ça, quoi. C'est incroyable. Non, ce qui est fou quand même, c'est les gros. C'est vrai. Non, mais tiens, il y en a une que je m'interdis de faire, c'est la femme. T'interdis pas. Sur Sud Radio, voilà, on parle vrai. Sur Sud Radio, merci, bravo. La femme arrive chez le médecin, elle a pris des coups, manifestement. Elle dit, qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, c'est mon mari, quand il rentre ivre, il me frappe, je ne sais plus quoi faire. Et le médecin lui dit, voilà, je vais vous donner le traitement. Vous allez prendre un sachet de camomille. Hein, et quand votre mari rentre ivre, vous trempez le sachet de camomille dans un bol d'eau bien chaude, vous faites infuser quelques minutes et ensuite, vous buvez votre camomille, petite gorgée par petite gorgée. Voilà. Plus longtemps ça dure, mieux c'est. Et vous croyez que ça va marcher? Il dit, j'en suis sûr. Elle revient 8 jours après, elle a plus d'hématome, elle dit alors, docteur, alors là, franchement, hein, le coup du sachet de camomille, elle me l'avait jamais fait, mais extraordinaire. Mon mari ne m'a plus jamais frappé. Et le docteur, il dit, voyez, quand vous fermez votre gueule, ça va mieux. Ça, c'est pas du tout spécialiste. C'est pas du tout misogyne. C'est pas dans la tendance actuelle. C'est spécial Muriel Robin. Jean-Marie, Muriel, si tu nous écoutes. Jean-Marie, un mot sur l'association que vous allez lancer, le TUC, T-U-C-C. C'est quoi ça? Eh ben, c'est tous unis contre la connerie. Et je trouve que c'est pas mal comme titre, parce que... En tout cas, c'est une union nécessaire. Et puis, j'ai besoin d'avoir quand même un support, donc au moins d'avoir une association de loi 1901 qui pourrait devenir un parti, puisque les partis au départ sont des associations, quoi. Donc, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est une boîte dans laquelle on peut mettre toutes les idées. Je rêverais de faire une espèce de bourse aux idées, que les gens m'envoient, disent, tiens, moi j'ai telle idée. Ça. Où ça? Les référendums d'initiative citoyenne, par exemple, je suis à fond pour, évidemment, quoi. Pourquoi poser des vraies questions? C'est d'ailleurs ce que je fais, hein. Et à force de poser des vraies questions, les gens y adhèrent par millions, et le président m'appelle, quoi. Il m'appelle parce qu'il me dit je vous ai écouté. D'ailleurs, je vous écoute toujours. D'ailleurs, je vous écoute toujours. J'aimerais bien parler avec vous. Donc, ben oui, c'est normal. Quand moi je dis pourquoi, je défends évidemment le théâtre, hein, le cinéma.
Pourquoi on peut mettre 600 personnes dans un TGV pendant 5 heures pour faire Paris-Marseille et qu'on peut pas mettre pendant 1h30 500 personnes dans un théâtre où tout le monde est concentré sur la scène, on n'est même pas l'un en face de l'autre. Mettre des masques. Voilà, oui, et que on a des masques. Moi, j'ai joué une fois depuis le mois de mars. J'ai joué le soir de mon lynchage, le 12, samedi 12. Et donc, j'ai joué une salle masquée, c'était formidable. J'avais le sourire des gens dans les yeux. Et j'avais le rire, je l'avais par le corps. Et ça n'a rien changé pour moi, c'était formidable. On va se retrouver bientôt, mais je voudrais justement, avec Alain Kruger et avec Daniel Thompson, reparler justement de ces géants. Et quand je parle des géants, je parle aussi bien de Gérard Horry que de Louis de Funès, que de Bourvil, et pour dire à quel point on en a besoin aujourd'hui et demain. Et oui, on va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec nos invités, André Berkoff, alors et avec vous aussi, chers auditeurs de Sud Radio. Alors, si vous voulez échanger avec nos invités, Alain Kruger, Daniel Thompson et Jean-Marie Bigard, appelez-nous tout de suite au 0826 300 300. On vous donne la parole dans un instant sur Sud Radio. Ouais. Ah ben moi aussi. Bien fait. On s'en parlait ça, là. L'autre jour à la télé, ils l'ont dit dans l'émission. 45% des Français couchent à poil. Oui, et après ils s'étonnent d'avoir des rhumatismes. Oui, oh ben, c'est un brevet de longue vie. Ils l'ont dit aussi. Ils l'ont dit aussi, j'ai entendu. Dis-moi. Quoi? On essaye. Ah oui, oui. Mais quoi? Avouez que, quand même, Bourvil et Jacques Niemeyer, c'est quand même tellement plus sexy que Serge Gainsbourg et Jane Birkin, quand même. Là, ça atteint des sommets d'érotisme tels qu'on n'en a pas vu depuis, je ne sais pas, depuis le Kama Sutra, comme disait l'autre. Non, c'est vrai que c'est formidable, tous ces Bourvil, ces deux Funès, on en parle, on en a parlé. Et effectivement, Céline, on va accueillir des gens qui les aiment autant. Oui, on va accueillir effectivement Pierre de Paris, mais je voulais quand même juste donner une info. Vous savez qu'il a enregistré ce duo avec Maillan 2 mois avant sa mort en 1970. Alors on accueille tout de suite effectivement Pierre de Paris. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Alors, je suis un inconditionnel de Louis de Funès, en particulier de Rabbi Jacob, mais d'autres films également. Et justement, ce passage, vous êtes juif, Salomon, ah tiens, je savais pas, etc., va me permettre de faire la transition avec Jean-Marie Bigard, en fait. Vous allez voir comment. Oui, allez-y. Jean-Marie Bigard, je ne sais pas s'il est toujours candidat à la voudrait être candidat à la présidence de la République. Au cas où, s'il était candidat, moi je trouve cette initiative très sympathique et je l'imaginerais bien au second tour face soit à Marine Le Pen, soit à Macron. Ça pourrait être très drôle. Mais je pense que vu l'état d'urgence du pays, je pense qu'il y aurait une personne plus compétente que lui. Je verrais plutôt Jean-Marie Bigard comme porte-parole d'un futur gouvernement. Mais la personne, et là je suis très sérieux, la seule personne à mon avis qui pourrait rassembler les Français, y compris les 3 religions monothéistes juives, musulmanes et chrétiennes, c'est le professeur Raoult. Je pense que si le professeur Raoult se présentait au présidentiel, il est quasiment sûr d'être élu. Je vais vous dire très rapidement pourquoi, parce que le temps est compté. Oui, allez-y, mais c'est intéressant qu'on parle de ça aussi. C'est un homme qui a fait preuve de sa compétence, de son honnêteté, de son calme face aux attaques, de son sens de la répartie, de ses connaissances multiples et variées. Il a beaucoup de Français se reconnaissent en lui. Il a contre lui toutes les élites que les Français ne peuvent pas voir en peinture. Et en plus, il réunit les 3 monothéismes. C'est-à-dire qu'il est d'ascendance chrétienne, sa femme est juive, et il a de très nombreux soutiens au Maghreb, il est né en Afrique, dans le monde musulman. Donc, je pense qu'il rassemble en lui l'état de la France d'aujourd'hui. Je suis sûr que s'il se présentait, il serait élu. Le problème, c'est qu'il n'a, à mon avis, pas envie de se présenter. Non, donc, je ne crois pas, mais écoutez, en tout cas, c'est intéressant. Oui, allez-y, parce André, que je voudrais faire réagir vos... Je pense que s'il y avait une pétition d'1 million de Français qui le demandaient de se présenter en lui expliquant les raisons, que la France est elle est même plus qu'au bord du gouffre, elle est en plein dedans,
et que, comme en 40, puisqu'il cite souvent la débâcle de 1940 qui l'a énormément marqué, peut-être qu'il reconsidérerait sa position. Donc je vous en supplie, André Berkoff et Jean-Marie Bigard, lancez, si vous êtes d'accord avec moi, lancez une telle pétition. Change.org. Voilà. Non mais écoutez, en tout cas, c'est lancé, c'est mis sur le tapis, on verra comment réagissent nos auditeurs et tout le monde en général. Je suis sûr que vous n'êtes pas le seul qui pensait à ça, mais je voudrais juste revenir par rapport à ça, c'est intéressant. En fait, les Français ont toujours, je pose la question à Daniel Thompson et à la Krugère et évidemment à Jean-Marie Bigard, les Français aiment bien les personnages hors normes, aiment bien les personnages, c'est vrai que les Américains aussi, les Américains aussi, absolument, mais les Français ça serait notre Donald Trump. Oui, c'est formidable. Oui, peut-être. D'ailleurs, ils ont le même assaut des mêmes personnes. Enfin, c'est assez amusant de l'Amérique en France. Ils se ressemblent physiquement, même si on rajoute une petite barbiche et qu'on rallonge un peu les cheveux, vous verrez, c'est quasiment la même. Il faudrait lui faire une petite couleur quand même. Et d'ailleurs, Donald Trump prenait d'hydroxychloroquine. Il l'a dit. Bien sûr. Je préfère le professeur Raoult, personnellement. Je sais pas. Jean-Marie, alors vous seriez le porte-parole de Didier Raoult s'il se présente? Très très volontiers. Ouais. J'ai eu la chance de l'avoir plusieurs fois au téléphone. Il m'a remercié de le soutenir et il m'a dit un truc rigolo. Il m'a dit, vous savez, on a tellement ri avec votre sketch à la chauve-souris qui est exactement ce qui se passe en ce moment. On essaye de rendre l'atmosphère anxiogène au maximum. On essaye de faire peur à tout le monde et c'est votre sketch décrit tout à fait la panique qu'on organise sur toute la planète. Hein. C'est pas que en France. En France. Daniel Thompson, en une phrase, on dit toujours ça c'est la radio. Hein, c'est les... Ça c'est le piège. Le rire, en fait, si vous aviez à définir le rire ou l'humour. Oh, je dirais incontrôlable. Alain Krugère. Le rire, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qui ne passe par le ventre. Bien, on s'approche. Ça passe par le ventre. On s'approche. Je vais vous donner, moi, simplement, je ne vais pas me faire chier, je vais vous donner la définition du Larousse, du dictionnaire. Comment les académiciens peuvent décrire? Comment nous, on décrirait le rire? C'est très très dur. On pourrait s'y coller pour toute la journée. Ouais. Alors je vous la donne. Allez-y. Série d'inspiration et d'expiration plus ou moins saccadée et sonore. C'est très joli. Ça, c'est la définition du Larousse. Mais c'est exactement ça. Ça ne s'explique pas. Ce sont des espèces de convulsions qui ont été considérées comme des ricanements diaboliques. À une certaine époque, c'était la perte du contrôle. Et je finirai plus poétiquement, mais c'est vrai que c'est très bon aussi, par un cinéaste, Chris Marker, qui disait que le rire était la politesse du désespoir. Ah, c'est joli. C'est pas mal non plus. Et je dirais, j'en rajouterais une, André Berkoff, Chaplin, rappelons Chaplin, dont De Funès était fan. Il disait une journée sans rire, c'est une journée perdue. Très joli. Un mot, Jean-Marie, demain soir, vous serez en représentation à Coutances, en Normandie, à 18h, dans la salle Marcel Elie. Oui, dimanche 27. Dimanche, exactement. Pas samedi. En tout cas, heureusement qu'on a Gérard Houry, Daniel Thompson, Bourvil, De Funès et la Cinémathèque française. Pour Métro Bercy à Paris. Métro Bercy. Pour ne pas arrêter de nous faire rire. Et oui, merci à tous en tout cas d'être venus sur Sud Radio. De grandes rétrospectives à ne surtout pas manquer donc en ce moment à la Cinémathèque de Paris. L'une consacrée à Louis de Funès, l'autre à Gérard Houry. Et si vous êtes donc à Coutances dimanche, allez voir Jean-Marie Bigard. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie qui va parler du rôle de votre père dans votre vie de femme, avec Didier Leroux, pédopsychiatre, et Stéphane Ross, journaliste. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons